Ce soir, le plus difficile n'est pas qu'elle ait appris, c'est qu'elle soit d'abord allée en parler à un autre que lui, son tuteur. Se demeurer inculte qui porte des Nike sous sa djellaba. Elle n'est pas rentrée pleurer dans les bras de son père, elle est allée en voir un autre. Est-ce que ce type t'a appris à nager? Est-ce qu'il a parcouru tous les magasins de la ville pour trouver le jouet que tu voulais? Est-ce qu'il a sacrifié ses soirées pour être sûr que tu connaissais ta récitation? Est-ce qu'il t'a appris à faire un exposé? Est-ce qu'il s'est cassé la tête le soir dans sa chambre pour rattraper son retard en mathématiques et pouvoir t'expliquer l'exercice du lendemain? Est-ce qu'il t'a regardé tourner 10 fois de suite le froid sur le manège avec le petit éléphant qui te plaisait tellement? Est-ce qu'il t'a porté sur ses épaules pour que tu ne rates rien de la parade des princesses alors qu'il avait déjà mal au dos? Est-ce qu'il s'est relevé la nuit pour te donner de l'eau quand tu faisais des cauchemars? Est-ce qu'il t'a emmené voir des dauphins 7 fois de suite parce que tu les adorais? Est-ce qu'il a plié tes vêtements après les avoir repassés jusqu'à l'année dernière? Est-ce qu'il s'est demandé comment payer tes frais d'inscription quand ils ont augmenté? Est-ce qu'il a fait la queue 2 heures pour être sûr que tu verrais Laurie? Est-ce qu'il s'arracherait un rein avec les dents si tu en avais besoin? Virginie Despentes, Vernon Subutex. En relisant les romans de Virginie Despentes, j'ai été touchée par une figure et un thème qui reviennent souvent, celle du père et de la paternité. Il y a Bruno, dans Teen Spirit, un loser qui découvre qu'il a une fille de 13 ans et qui apprend peu à peu à s'en occuper. Il y a le père de Gloria, dans Bye Bye Blondie. Et puis, dans son dernier roman, Vernon Subutex, il y a Selim, dont on vient d'entendre le monologue intérieur. C'est un prof de fac qui élève seul sa fille Aïcha. Alors avant qu'on se mette à discuter de ces autres personnages masculins, notamment des hommes violents, j'ai demandé à Virginie Despentes pourquoi elle avait souvent créé de si beaux personnages de père, très tendres dans ses romans. J'avais jamais pensé, mais j'imagine parce que j'aime beaucoup mon père, c'est pas qu'on se parle pas beaucoup. Donc ça doit être une façon de revenir sur une relation qui existe mais qui est vraiment pas verbalisée. C'est pas quelqu'un qui parle et je lui parle pas non plus. Mais je l'aime beaucoup. Et j'imagine aussi, j'aime mes amis autour de moi, j'aime bien les mecs pères quand c'est des bons pères. Je trouve que je sais pas pourquoi, c'est un truc. J'imagine parce que quand t'es petit, c'est une chance effectivement d'avoir un père qui s'intéresse à ton cas ou qui. C'est un adulte en plus, qui peut être bienveillant, quoi. Ouais. Je pense que un père qui donne à sa fille, parce que c'est notamment lui qui peut lui donner le droit de s'emparer de tous les outils de la masculinité. C'est aussi la mère, mais c'est vrai que symboliquement, si ton père te dit t'as pas besoin d'être juste une jolie fille qui attend d'être remarquée, et que tu peux être active, et que t'es intelligente, et que t'as aussi de la force, et c'est aussi ça peut, dans certains cas. Ça peut vraiment passer par le père, parce que c'est lui qui a l'autorité sur ces choses-là. Donc s'il te dit clairement la porte est ouverte, c'est à toi aussi, ça compte. Ça peut compter, c'est pas la seule façon, mais ça peut compter. Ouais. Je pense que c'est. À l'époque, je le pensais pas, mais je le pense aujourd'hui. Les pères peuvent avoir une influence extrêmement positive sur leur fils. Qu'est-ce que c'est d'une autre masculinité? Qu'est-ce que c'est justement pas être toujours d'accord avec le groupe? Qu'est-ce que c'est avoir vraiment du courage? Ça, je pense que ça peut passer aussi par les pères. Et si j'étais un homme, je pense que c'est sur la paternité que je serais le plus en colère. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont ils ont été effectivement écartés et qui est quelque chose, tant qu'à faire, moi j'ai pas fait d'enfant, je suis très content de ne pas en avoir fait, mais si t'en fais, autant profiter aussi de ce que ça a de magique, visiblement. Dans certaines histoires, ça a l'air magique, cette histoire de la parentalité. Et c'est vrai que les pères sont vachement retirés du rapport à l'enfant, de par cette espèce de mythe de la mère qui serait spontanément, naturellement et magiquement aimante, bienveillante, sachant ce qu'il faut à l'enfant. Le père est effectivement écarté. Et en cas de séparation, il est notamment discriminé. Ouais. Ah ouais, vous pensez ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un argument masculiniste. Ah non, moi je le pense aussi. Je pense qu'ils sont traités comme des cons. Et qu'un jour, peut-être, mais si tu réclames ce droit-là, ça veut dire qu'effectivement, tu rentres dans beaucoup de devoirs aussi, et c'est quelque chose pour l'instant dont tu Oui, parce que c'est pas forcément les mères qui les en écartent, ou... Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de pères qui s'enfuient, qui sont défaillants, qui veulent pas s'occuper de leurs enfants, qui considèrent que c'est pas leur affaire, etc. Parce que ça, c'est notre construction, où on te dit, t'es jamais le père de personne. Les garçons restent toujours les fils de quelqu'un. Ça, c'est la propagande mainstream, à peu près, quoi. Ils sont toujours des enfants. Ils ont 65 ans, ils sont encore des enfants de quelqu'un, quoi. Mais c'est aussi vachement valorisant si on te fait penser que tu peux devenir père, pas seulement pas au sens père, toi l'homme, mais parent. Et c'est quelque chose qu'on demande très peu au père. Et pourtant, j'imagine, je dis, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je pense que quand tu le vis et que tu le vis bien, c'est quelque chose d'assez joli, je crois. Et non, je pense pas que les mères les écartent, mais je pense qu'on est tellement dans cette idée que les enfants, c'est les mères que ça concerne,
que quand même, t'as pas la même accès, le même droit à la paternité. À la parentalité. À la parentalité, si t'es un mec, quoi. Ne serait-ce que si tu veux arrêter de bosser, je pense que c'est pas perçu du tout de la même façon. Alors que ça peut être un choix, il me semble, intéressant. C'est marrant que vous ayez parlé de votre père, parce que je n'osais pas vous poser la question, en fait, mais dans toutes vos interviews, vous parlez jamais de lui. Non. Je parle pas beaucoup de mes parents en général, parce que je pense que ça n'a pas été facile non plus d'être... Les parents de Virginie Despentes ? Non. Enfin, je pense que ils s'en sont pas vantés tout le temps, parce que c'est vrai que ça n'a pas commencé tranquillement, cette histoire, et du coup, je les laisse de côté, je sais pas, je les laisse tranquilles. Mais moi, en tant que personne, je pense à eux, quoi. Enfin... Et votre père, il vous a donné alors accès à tout ça, aux outils de la masculinité, au droit d'être forte, de ne pas être qu'une jolie meuf sur le marché de la bonne meuf ? Ouais. Ouais, je te dis, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. On peut pas dire. J'ai pas passé plein de temps avec mon papa j'ai pas des souvenirs d'enfance à foison, ce qu'il était pas. Qui vous emmène sur les manèges et au spectacle de Laurie. C'est pas Céline non plus, ouais, Ouais. pas. Mais il avait quelque chose qu'on pourrait quasiment traiter de féminin chez lui dans son rapport à moi à cette époque-là, où les pères étaient pas obligés d'être comme il était, et notamment très tendre quand j'étais toute petite, et très valorisant sur des qualités d'indépendance ou d'intelligence et pas dévalorisant sur autre chose. C'est-à-dire que ça venait pas avec quelque chose de pas bien, ça venait juste avec quelque chose de très et sans. Je crois pas qu'il y ait d'histoire que mon père a voulu un garçon du tout. C'était pas ça du tout. C'était vraiment comme j'allais être quelqu'un de. Comme un être humain. Ouais, j'aurais pu m'appeler Nicolas, il m'aurait traité de la même façon pour énormément de choses. Et il a été notamment très très doux quand j'ai été adolescente. J'étais vraiment une chaudasse, moi. Et ça, c'est mal, le plus mal de ce que tu peux se faire, c'est vouloir coucher avec tous les garçons. Et sur des trucs comme ça, il a été très... Pas jugeant, Pas jugeant, très embêté. Il était très embêté, ça, y a pas de... Mais il n'y a pas eu de violence, ou il n'y a pas eu de jugement, ou il n'y a pas eu de... Vous a pas insulté ? Du tout. Il était embêté, parce qu'il voyait bien... Il essayait de me dire, ça va peut-être pas passer aussi bien que tu le voudrais. Enfin, pareil. Et en même temps, ça s'est passé très bien, je crois, aussi à cause justement de sa non-agressivité là-dessus. Le deuxième personnage dont j'aimerais parler, c'est Laurent Daupalais, qui est aussi dans Vernon Subutex. Alors lui, résumons son cas, c'est un producteur de cinéma horrible, méchant, qui fait du mal à tout le monde. Et alors lui, le paradoxe qui me frappe chez lui, c'est qu'en même temps, il est entouré d'hypnothérapeutes, de profs de méditation, de masseurs, d'acupuncteurs, de profs de gym, de psy, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est toutes des disciplines qui sont censées nous rendre meilleurs, plus empathiques, plus humains et compagnie. Sauf qu'en fait, on voit, lui, dans son personnage, que ça ne sert qu'à le rendre encore plus méchant, encore plus puissant, encore plus égoïste. Mais il y a un New Age ultra-libéral comme ça, non ? Une C'est gestion ça qui m'intéresse. des outils New Age pour être plus américain, au sens plus manager, plus dominant, plus performant, plus... Il y a même énormément de détournements de techniques de soi. De développement personnel. Pour avoir plus de pouvoir sur les autres. Bah, et aussi pour être encore plus convenant à un système complètement fou, quoi. Non, pour être encore plus performant dans un système ultra barbare d'un libéralisme complètement. Et ça aide. Effectivement, on a besoin de beaucoup de béquilles pour fonctionner dans un... Et je trouve que plus tu montes vers des gens qui ont des postes de pouvoir, plus tu te retrouves effectivement avec des gens qui ont plein d'outils techniques effectivement totalement dévoyés, non ? Parce que lui, c'est vrai que ça l'amène jamais à aucun questionnement sur rien, ou aucune spiritualité d'aucune sorte, mais... Et j'ai l'impression de le connaître, de connaître des mecs comme ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant pour moi quand je compose le personnage de Daupalais, c'est qu'il a énormément de caractéristiques strictement féminines. Il est au régime, il fait beaucoup de sport, il est très embêté quand il grossit, il est très vigilant à ce que pensent les autres. Et en même temps, c'est vraiment l'alpha mâle dans son milieu professionnel. J'ai vu aussi que vous aimiez bien toutes ces techniques-là. Vous aimez bien l'astrologie, vous aimez bien les trucs de magie, vous aimez bien le tarot. Ouais, je connais tout ça très bien. Pas très bien, mais je connais tout ça. Je fréquente tout ça beaucoup, depuis très longtemps. Et je sais pas si je m'en sers comme Daupalais ou mieux. J'espère mieux, mais il va savoir, ouais. Et dans toutes ces disciplines-là, aussi, quand même, il y a un truc qui m'interpelle toujours un peu, c'est que, par exemple, sur le genre... les thérapeutes, même toute la spiritualité un peu New Age et tout, on peut pas dire qu'ils soient hyper progressistes, quoi, avec leurs appels à toujours reconnecter avec son féminin intérieur, son féminin sacré. Non, là, ils sont pas encore au point, mais ça pourrait venir. Parce que la magie, par exemple, tout ce qui est magie
comme travail sur des énergies, c'est quelque chose qui a été réprimé comme une discipline féminine. Ce qui a été vraiment réprimé, c'est l'exercice des femmes de la discipline. Et aussi, encore aujourd'hui, ça fait tous ces trucs-là, c'est des trucs de bonnes femmes, quoi. Donc il y a un moment, j'imagine qu'on va faire une réappropriation féministe de toutes ces techniques. Moi, j'aime bien tirer des yikings. Par exemple. Mais c'est vrai que le yiking sur le genre, on n'est pas toujours content. Non. On n'est pas toujours à l'aise. Mais on devrait pouvoir écrire à un moment donné le livre des transformations d'une façon qui soit plus contemporaine, quoi. C'est pareil sur les cartes de tarot. On devrait à un moment donné pouvoir utiliser d'autres cartes un peu moins strictes, un peu moins fixes sur le genre, quoi. Vous les transformez comme ça quand vous tirez des tarots ? Quand je tire les tarots, j'utilise jamais des mots comme féminin ou masculin. Je peux pas arriver à dire à quelqu'un, je vois qu'il faut que tu te réconcilies avec ton côté masculin, ça me viendra pas, quoi. Je verrai pas ça dans la carte. Mais quand je regarde les cartes, je vois bien qu'il y a des hommes et des femmes. Et une personnage androgyne, qui est le diable. Mais sinon, si, il y en a un. Mais sinon, je vois que ça manque un peu de... Peut-être qu'il faudrait de queerness. C'est ça, un tarot queer. J'ai vu sur Internet Agi Derstein, une fille de Toulouse, il y a une fille de Toulouse qui travaille là-dessus, féministe queer, qui travaille très bien sur les cartes. Elle les mélange, et elle travaille très bien. Donc ça va venir, à un moment donné, on aura notre jeu, on l'aura. Le troisième personnage dont je voudrais qu'on parle, c'est celui de Patrice, qu'on a évoqué dans le premier épisode. Patrice, c'est donc un mec violent, très violent. C'est un père qui adore ses enfants. Il dit que c'est pas la prunelle de ses yeux, mais c'est la moelle de ses os. Donc c'est aussi un super exemple de père. Sauf qu'en même temps... Enfin, c'est ce qu'il dit. Oui, il lui, dit ça. Dans son cas, c'est ce qu'il nous dit. Mais après, dans les faits, on le voit pas souvent avec ses enfants, lui. C'est vrai. On peut pas... Par contre, ce qu'on sait tout de suite, et ça dure sur 20 pages, c'est que c'est un mec violent avec la mère de ses enfants, qui la tabasse et qui lui pète la gueule et qui la frappe sans arrêt. Vous écrivez qu'il a toujours levé la main sur ses copines. Toutes, il peut tirer une meuf un soir sans lui mettre une mandale, mais dès que ça devient une histoire, il y a la première claque. Et pendant cette 20aine de pages, vous décrivez en détail le mécanisme, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête à lui. On voit tout ce qui se passe. Il y a ces monologues incendiaires parce que sa copine n'a pas acheté ce qu'il voulait à manger. Et puis après, elle pleure, et puis il s'excuse, il croit vraiment qu'il va arrêter, mais en fait, il recommence, quoi. Il la tabasse encore et encore. Et je me demande... Alors, bon, déjà, comme lectrice, ça produit un drôle d'effet de lire pendant 20 pages ce monologue intérieur, parce qu'en fait, à la fin, on est désolé pour lui. On est en pleine empathie, en fait, avec ce mec super violent. Et je me demandais comment vous aviez fait, en fait, pour vous approcher de ça, pour regarder ça en face, pour savoir à quoi ça ressemblait, en fait, de l'intérieur, un mec violent, parce que des mecs violents, il y en a énormément. Il y a 225 000 femmes chaque année qui sont victimes de violences conjugales en France. Ça veut dire qu'il y a au moins 225 000 mecs qui leur tapent dessus. Donc, c'est très fréquent, très répandu. Et en même temps, on n'a jamais entendu... moi, j'ai aucun souvenir d'être... qu'une écrivaine ou un texte et tout me fasse arriver aussi près, quoi, de ce que c'est, en fait, à l'intérieur de la tête de ces mecs-là. Comment vous avez fait ? Déjà, parce que moi, j'ai des amis qui sont des mecs violents. Certains, je les suis vite. D'autres, je les suis très tard. Parce que des fois, tu peux être très proche de quelqu'un et tu comprends très tard ce qu'il est dans sa vie privée, vraiment. Et d'autres, je les suis vite pour d'autres raisons. Et certains d'entre eux me sont vraiment proches. Donc, quand c'est quelqu'un que tu connais très très bien, c'est pas la même chose, parce que tu cherches en tout cas à comprendre ce qui peut se passer entre la personne que tu connais et la personne qui vient dans le privé. Que tu te rends compte aussi quand tu connais des gens violents, qui ont conscience d'être violents, que c'est super compliqué à changer. J'imagine que quand tu es pédophile, ça doit être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi quand c'est ton caractère Et aussi, quelque chose que tu comprends quand tu connais des mecs violents, c'est qu'ils sont toujours des victimes dans leur tête. Au moment où ils mettent une mandale, ils sont des... à part les psychopathes, et ça existe, mais ça, j'ai pas d'amis psychopathes à ce niveau-là, quoi. Mais des gens avec qui moi j'ai pu parler, ils ont l'impression qu'il y a un affront qui leur est fait qui est tellement grave qu'ils sont pas obligés de taper, parce que je pense pas que c'est au niveau de l'intelligence que ça se passe. Mais que ça se déclenche et c'est comme une défense dans leur tête. Non, ils se défendent de quelque chose. Et en fait, l'agresseur, c'est quand même toi, gars. C'est toi qui tapes, donc c'est toi l'agresseur. Et la deuxième chose qui fait, je pense que je connais des gens qui sont violents et que je peux empathiser à ce point-là, c'est que moi, je suis pas violente, mais j'ai j'ai une violence verbale très forte. C'est-à-dire, je tape pas les gens, mais je peux rentrer dans des violences, pas d'insultes, mais de crises de rage telles que même si je t'insulte pas, de toute façon, c'est comme si je te démolissais. Et du coup, c'est comme si j'étais quelqu'un de violent. Même si c'est pas violent avec des coups, mes états
En ce moment, ça va mieux, je tiens à le préciser, mais dans plusieurs histoires, je sais elle est insupportable, mon attitude, parce que c'est trop de douleur. Et même si c'est de la douleur, ce que ça fait à l'autre, c'est comme si tu le tabassais quand même. Même si c'est pas... tu casses rien, tu tapes sur personne, mais tant de douleur, tu démolis l'autre. Et du coup, je sais ce que c'est par rapport à des mecs violents. Quand ta réaction, elle va plus vite que ton intelligence, tu sais pas comment la changer. Tu veux pas faire vivre à la personne en face de toi, par exemple, ta détresse du mercredi matin, parce que tu sais que la personne en face, elle en peut plus de ta détresse du lundi matin, du mercredi matin, du jeudi soir, mais tu le mets en route quand même, et tu sais que c'est destructeur. Et donc, du coup, Patrice, c'est à la fois des gens qui ont été très proches de moi, et à la fois, c'est moi dans certains aspects. Ouais. Ma colère à moi, je te dis, ma colère, elle ne s'exerce pas du tout. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de mettre une claque à quelqu'un, dans le cadre d'un rapport amical ou amoureux. Mais ma violence, je sais qu'elle est beaucoup plus forte que ce que je peux contrôler. Et je te dis moi aujourd'hui, parce que je crois qu'avec l'âge, tu te fatigues. Donc ça baisse, donc là tu peux te contrôler mieux. Mais quand tu as, par exemple, des trucs de colère, c'est tellement... Tu n'as aucun outil pour la contrôler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, quoi. Et c'est comme ça que je le vis. Je dois aller, Et après, dans les gens que je connais qui sont violents, pour moi, la capacité à reconnaître ce que tu fais, elle est décisive. Parce que du moment où tu reconnais que tu as ce problème, peut-être que tu vas trouver une solution pour là où c'est insupportable, c'est des mecs dont tu sais qu'ils sont violents et que tu pourras jamais en parler avec eux, ce qui est très fréquent. Et vous restez amis avec eux ? Cela, non, parce que tu peux plus être ami avec quelqu'un avec qui tu peux pas parler de quelque chose aussi énorme. Et tu vois que tu as quelqu'un en face qui crèvera plutôt qu'en parler avec toi, mais toi, tu peux pas ne pas en parler. Donc ça... Mais par contre, oui, pour être franche, je suis resté ami proche avec des gens dont je sais qu'ils ont un problème de violence, mais je les vois se débattre. Comme Patrice, parce que Patrice, il n'arrive pas à s'améliorer non plus. Bah non, pourtant, il a l'air un peu conscient. Il va à ces putains de groupes de parole. Il va, voilà. Alors, c'est ça que je voulais vous demander. Mais c'est ça, c'est qu'il y a très peu d'êtres, je pense, si t'es pédophile, ça doit être pareil. Il y a quand même, si t'es un mec violent, où tu vas ? Bah, comme si t'es un violeur, où tu vas, en fait. Où tu vas, si t'es pédophile, où tu vas ? Parce que dans quels sont les espaces dans lesquels tu peux et exposer quel est ton mécanisme et espérer que quelqu'un va t'apprenne à le déjouer, à changer. À le travailler. Où est-ce que tu vas pour travailler ça ? La prison ne va pas t'aider. C'est certainement pas en prison que tu vas être moins violent ou moins violeur ou moins pédophile. Qui sont les psys qui sont capables de t'accompagner ? Je suis pas sûr que ce soit, pour l'instant, l'état dans lequel est la psychanalyse. Je suis pas sûr que les mecs soient armés pour ça, parce que c'est toujours pareil, c'est comme si ça n'existait pas. Où tu vas ? Patrice, il va à des groupes de parole. Il va à des thérapies de groupe. Et il dit que c'est des putains de groupes de parole à la roule-moi les couilles dans la laitue. Il déteste ces groupes de parole. Il dit qu'il n'y a que des mecs qui cherchent des excuses et des explications, qui font genre ils sont soulagés de pouvoir exprimer leurs émotions, etc. Mais qu'en fait, le seul moment où ces raclures chialent avec sincérité, c'est en s'apitoyant sur leur propre sort. Et c'est un des risques des thérapies de groupe. Hein. Oui. Et des gens violents, parce que les gens violents, c'est comme les alcooliques, de toute façon, ils sont tout le temps en train de se plaindre, c'est vrai. Que c'est trop dur, qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et moi, la première, si je te parle de ma colère, je vais chialer tout le temps, oui, c'est dur, gna 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 gna. Parce que c'est vrai que tu chiales, en tant qu'alcoolique, c'est pareil, en tant que personne droguée, c'est pareil, c'est vrai que tu chiales. Il y a des profils, on est des chialeurs, mais n'empêche qu'on doit pouvoir s'améliorer. Et c'est vrai que les groupes de parole, comme souvent les mecs qui sont dans les groupes de parole sont obligés, par injonction ou pas par chantage, mais parce qu'ils sont engagés. Mais en vérité, ils ne veulent pas vraiment parler. C'est vachement compliqué d'admettre que tu es une ordure. Mais tu es obligé de commencer par là pour, si tu veux éventuellement changer quelque chose, tu es obligé de passer par là. Peut-être que tu ne réussiras pas à changer en passant par là, mais tu ne pourras pas changer sans passer par là, en tout cas. Sans reconnaître sa propre responsabilité. Ouais, et que tu peux changer quelque chose dans tes stratégies, dans tes réactions, dans ton comportement et dans ton caractère. Tu peux même... Mais la colère, c'est un truc vraiment particulier, ça je le sais là d'expérience, c'est que ça va tellement vite. C'est comme si tu avais un... C'est pas une excuse là, mais je sais que c'est vrai que la colère, le principe de la colère, c'est que tu es déjà en colère. Avant d'avoir pensé que tu allais peut-être te mettre en colère, c'est plus rapide que toi. Ça te dépasse. Et ça ne doit pas te dépasser. Enfin, genre, tu dois trouver comment... Mais il faut agir vachement en amont, j'ai l'impression. C'est super compliqué, parce qu'il faut remonter, parce que faut remonter bien avant le moment où... Pas au niveau du temps, pas au niveau du souvenir, mais dans ton comportement, il faut remonter pour trouver c'est super chiant en plus, parce que c'est pas intéressant de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas intéressant de réfléchir à soi-même de cette façon-là, et en même temps, si tu le fais pas, tu peux pas changer.
En même temps, Patrice, il a pas très envie de changer. Mais Patrice aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi un personnage. Parce que moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est que j'ai l'impression d'avoir connu pas mal de gens, et vraiment pas une majorité, une rien, mais quand même pas mal de gens de l'ultra-gauche, qui étaient des gens violents dans le privé, qui n'étaient pas du tout connus pour ça, et qui n'étaient pas du tout prêts à le reconnaître. Et ça m'intéresse vachement, c'est comment est-ce que tu peux être politiquement à l'ultra-gauche, avoir ce comportement, ça ok, parce que ok, c'est ta merde, t'es comme ça, mais ne pas le reconnaître et ne pas comprendre que là, ce que t'es en train de faire, politiquement, c'est super intéressant. Parce que si toi, chez toi, ta force, tu l'utilises comme ça, comment tu fais par rapport à ton discours politique global? À quel moment tu mens? À quel moment... Mais tu peux pas faire les deux. Il peut t'arriver les deux, mais pas si toi, tu n'essaies pas de concilier les deux dans ta conscience et dans ton discours, quoi. Si t'es pas capable de prendre la parole en disant, voilà, je suis un mec qui a un gros problème de violence, mais... Et ça m'intéresse. C'est un des points, parce que Vernon Subutex, ça tourne beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la gauche radicale et à quel moment on a perdu le dossier, momentanément peut-être, mais en tout cas on l'a momentanément perdu à mon avis. Et notamment sur ces trucs de genre, à l'ultra-gauche, comment est-ce qu'on a pu passer à ce point à côté des problématiques de genre pendant aussi longtemps et à ce point de ne pas s'interroger sur nos propres pratiques domestiques pendant si longtemps. Mais en se disant aussi que la psychologie individuelle, etc., c'était des trucs de petits bourgeois, que c'était pas... Et ce qui est pas intéressant, que ça n'avait pas de sens vraiment politique, alors que ce que nous a appris le féminisme, c'est que non, tout est politique en fait. Ce qui est privé, ce qui est intime, c'est aussi politique. Et aussi, je pense là-dessus, dans comment on a été éduqués, pour le poids de l'éducation en tant que personne, des femmes, c'est que nous, on est habitués tout le temps à travailler sur nous-mêmes. Tout le temps. Sur tout et toujours. Et du coup, mais le bon côté, c'est qu'effectivement, on a cette habitude de savoir qu'on évolue, on se change, et par la volonté, on peut changer quand même des choses de soi. On ne peut pas tout changer. Et notamment, je crois que la volonté, ça ne suffit pas, mais on peut beaucoup se transformer. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui fait... Moi, il me semble que les femmes vieillissent vachement mieux que les hommes à cause de cette idée de tout le temps se remettre en question, vouloir évoluer, vouloir être curieuse. Et puis d'avoir des gens avec qui en parler, enfin, c'est quand même la nature des amitiés féminines. Et aussi pouvoir admettre, je déconne. C'est un truc en tant que meuf, c'est très facile à faire. De dire, ok, j'ai merdé. Ouais, je déconne. C'est pas un truc, c'est pas très facile à faire, mais c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'on n'est pas du genre justement des vainqueurs tout le temps, des dominants. Donc dire, j'ai un problème, il faut que je le solutionne, nous paraît, je pense, c'est moins difficile que pour un putain de mec, quoi. Ouais. Parce que Patrice, il reconnaît que c'est quand même un problème. D'ailleurs, sa femme le quitte et tout. C'est là qu'il est pas très réaliste. Mais en même temps, il est pas très clair. Parce que... Il est pas très réaliste comme personnage masculin. Il pourrait être peut-être un trans à la limite, mais un personnage masculin. Mais bon, j'avais envie de le faire comme ça. Parce que si lui, il reconnaît pas, par contre, là, ça devient trop compliqué pour moi de parler dont je veux parler. Il faut que Vernon... c'était plus simple. Mais c'est pas très réaliste. En général, les mecs violents veulent pas. C'est comme les violeurs. Je pense que souvent, ils ont quand même une tendance à changer les mots. Oui, à dire je me suis énervée, elle m'a saoulée, je l'ai tapée, elle est folle, se victimise. Elle est folle, elle est violente, elle est dangereuse. En général, quand les mecs tapent sur leur meuf, tu remarqueras que 9 fois sur 10, ils trouvent qu'elle est violente. Ils ont peur de dormir des fois qu'elle les tue la nuit. Enfin, en général, il y a un vrai retournement de la situation dans la violence, ouais. Ouais, mais en même temps, il y a aussi un truc qu'on entend beaucoup, et ça me faisait un peu penser à ça, ce que vous disiez là sur la violence verbale et psychologique et tout, et je sais pas quoi répondre à ce type de discours, mais quand je parle des violences conjugales, l'argument qu'on me donne tout le temps, c'est « Ah oui, mais les femmes aussi, elles sont violentes, c'est juste qu'elles tapent pas, mais elles sont violentes avec des mots, donc à la fin, ça fait la même chose, et donc en fait, c'est équivalent. » Mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai, on le sait. Quand t'es vivant ou quand t'es pas vivant, il y a une vraie différence. De toute façon, mort ou vivant, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc si t'as été insulté et que t'es encore vivant, c'est quand même pas du tout pareil qu'être morte. Non, mais voilà. Alors vraiment, il y a deux mondes. Après, c'est vrai, de toute façon, justement, on est là, nous aussi, oui, des fois on est négatif, des fois on est manipulatrice, des fois on est des personnes courantes. Donc il y a des meufs, c'est des emmerdeuses finies, ou même des meufs qui sont destructrices, ça c'est évident. Pas là-dessus, c'est... Mais effectivement, mais de on a dire culturellement que c'est équivalent. Non, puis on a beaucoup moins l'habitude de se dire, tiens, je vais te mettre dans un coin et je vais te péter ta gueule, jusqu'à ce que tu te calmes. Par exemple, un mec qui rentre tard, c'est beaucoup plus rare que la meuf se dise, je vais te péter ta gueule. Je suis sûr que t'as parlé à des meufs dans des bars. C'est plus rare, c'est tout, quoi. Et c'est pas physique. Parce que si on voulait se mettre avec des tout petits mecs, on arriverait très bien à taper dessus aussi, quoi. Donc, ouais, c'est une permission culturelle, mais aussi, ouais. Patrice, il dit qu'il n'a pas envie de renoncer à sa violence parce que, en fait, que qu'est-ce qui va lui rester, en fait, s'il a plus sa violence. Qu'en fait, il y a des situations où les gens sont bien contents qu'il soit violent. Que quand il y a un mec qui se fait emmerder dans le métro et que lui, il fait en sorte qu'il se fasse respecter, les gens sont très contents, en fait, qu'il intervienne. Ouais, là, c'est vraiment plus une réflexion sur la violence en général.
parce que c'est vrai que c'est valorisé. Tout le monde respecte la violence, justement pas la violence conjugale, mais la violence dans la rue. Tout le monde la respecte. Il n'y a que ça qui fait qu'on te prend au sérieux. Si les gilets jaunes cassent pas tout, c'est pas les gilets jaunes. On les écoute pas, quoi. Enfin, je veux dire, faut vraiment. Sinon, c'est des Catalans. Les Catalans, tout le monde s'en fout de leur combat. Il est pacifiste. Tu vois, personne n'est mort. Et du coup, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, c'est super compliqué. Et aussi, je le sais justement parce que moi, je peux faire des colères spectaculaires. Les gens adorent ça. Ça marche super bien. C'est efficace. Si tu fais une vraie grosse colère, mais il y a de fortes chances pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et en plus, les gens autour de toi, je pense que c'est un des trucs... moi, je l'ai remarqué de ça depuis que je suis enfant. C'est très valorisé. Pour une fille, c'est un peu touchy, mais c'est quand même valorisé. Si ta colère est vraiment spectaculaire, ça passera au-dessus de ton genre, parce que il y a un respect de la force. Vous êtes sûr ? Moi, j'ai l'impression que quand on est une femme et qu'on se met en colère, on est juste hystérique. Que ça sert à rien, on n'est pas plus écouté, en fait. Ça dépend de ton niveau de colère. Si tu as une colère vraiment spectaculaire, il y a quelque chose qui est comme jouissif pour les autres. Je le sais d'expérience, je te le disais. Pas pour tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais en général, c'est très bien accueilli. Mais parce que c'est ce qu'on préfère, la force. C'est mal, je veux dire, je dis pas c'est bien, mais il y a un vrai respect pour la force et l'ultra-brutalité. Réfléchissons, tous les gagnants sont les plus brutaux. Tous les pays qui ont été gagnants, tout ce qu'on a déterminé, ça a été comme ça. Qui est le plus meurtrier, qui est le plus violent, qui est le plus brutal. Tout est déterminé comme ça dans la guerre, mais aussi dans le marché. Au plus brutal, donc la brutalité. Et effectivement, c'est quelque chose que Patrice pose. C'est aussi une question politique, comment est-ce qu'on fait, même si c'est une vraie question, pareil, c'est exactement comme le sexe, si je craquais le truc, je le dirais tout de suite, mais comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne peut pas s'opposer au système par la force, parce que c'est leur langage, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'y opposer autrement que par la force ? Et par la violence. Et à un moment donné, il faudra bien trouver, parce que de toute façon, la force, ça, c'est leur langage. Donc à chaque fois qu'on parlera, on rentre sur leur territoire dans leur langage. Là, je ne parle pas d'un langage masculin, mais du langage du système dans lequel on est. Et si on pense qu'il n'est pas juste, on ne voit pas comment le changer autrement que par la violence, et on ne voit pas non plus comment est-ce qu'on pourrait être gagnant par la violence. Donc c'est vrai que c'est un... Et quelqu'un va craquer le truc. Quelqu'un va trouver quelques-uns ou quelques-unes vont trouver une idée. Non. Dans le 3e épisode de ce grand entretien avec Virginie Despentes, il sera question de cinéma et plus précisément de ce que le féminisme change à notre rapport au cinéma. D'un point de vue féministe, quasiment, du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Et aussi de littérature. Tu peux pas avoir un Houellebecq féminin, ça c'est clair. Déjà parce qu'on ne reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Houellebecq. Et de deux, parce qu'effectivement, si elle arrive avec un physique aussi difficile que celui de Houellebecq, on parlera que de ça en fait. Vous retrouverez cet épisode, comme tous les autres, sur toutes vos plateformes de podcast. Si cette conversation vous plaît, vous émeut, vous questionne, alors parlez-en autour de vous et vous pouvez aussi toujours m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Quentin Bresson est toujours à la prise de son et à la réalisation. Merci à lui. Camille Regache, c'est la chef d'édition et David Carzon, le directeur de la rédaction. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Salut, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.